Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je vois que pour le moment il y a 6 personnes. Je sais que vous allez être nombreux et nombreuses à venir assister au live. Et je vous remercie d'être présents pour un nouveau post portant sur le formalisme russe, les approches et théories formalistes développées à l'aube du XXe siècle. 08. J'avais dit que le live commencerait à 21h pile. Donc on est dans le temps, dans les temps, et on essayera de porter notre voix vers l'ensemble de la communauté. Alors je tiens à préciser ah oui Zainab, bienvenue. Afifo, ah, oui Raouf. Bah on est là, on essaye de donner cette dynamique dont on a parlé, de concrétiser les attentes des internautes et qu'ils soient licenciés, masterants, doctorants ou ceux qui sont intéressés par des études en littérature, je répète, française, francophone, et même pour la littérature algérienne. On aurait bien aimé porter le groupe sur de recherche ou bien sur d'autres intérêts, d'autres spécialités telles que l'analyse du discours, pour les sciences du langage, pour la didactique, mais cela demeure que le groupe est ouvert à toutes et à tous, mais il est, je dirais pas réservé, mais il est dans sa globalité porté vers la littérature, la théorie de la littérature, la préparation du concours doctorat dans le domaine des lettres. Donc merci d'être là et on entame le post. Alors j'avais promis d'entamer, de faire des posts portant sur la théorie de la littérature, des posts qui à travers certaines notions, certains penseurs, certains chercheurs essaient d'apporter des éléments de réponse à nous tous. Moi-même je me pose des questions, vous le faites aussi, certainement différemment, certainement avec d'autres visions, et c'est ce qui enrichit le débat. Donc le sujet du jour, c'est le formalisme, l'apport de l'école formaliste sur la théorie et la critique de la littérature. Alors, il est vrai que l'on ne peut aborder le formalisme sans parler d'histoire, sans commencer d'abord par voir qui étaient les porteurs de ce projet, quelles étaient leurs attentes environnant à leur recherche, et enfin le rapport théorique au sein de la littérature à l'aube du XXe siècle. Donc en partant du livre intitulé Introduction à la théorie littéraire de Robert F. Barsky, nous découvrons un ensemble d'informations qui sont susceptibles de répondre à certaines questions par rapport à l'époque ou à l'ère qui a vu accroître les recherches en formalisme. Alors, qui sont les précurseurs de la théorie formaliste? Qui associe t on à cette théorie? Quels sont ceux qui devraient s'y intéresser? Donc, ça, ce sont les 3 questions de départ qui alimenteront notre post d'aujourd'hui. Alors, je vous lis, un bref passage du livre Théorie littéraire de Barsky, que j'essaierai de mettre en PDF, parce qu'il est assez volumineux. Alors, ce bref passage, il résumera bien l'historique du formalisme. Alors, suivez avec moi. Alors, la théorie formaliste est née des travaux conjugués des membres du cercle linguistique de Moscou, auquel appartenaient Roman Jakobson, Petr Bogatriev, Yuri Tanyanov et
Grégory Vinoncourt et de ceux de l'Opoyaz, la Société de l'étude du langage poétique, c'est son acronyme, à laquelle Victor Shklovsky, Boris Ekranbaum, Lev Lakubinsky et Ossip Brik étaient attachés. Donc, au départ, le formalisme, il est né des travaux conjugués de deux courants de l'école formaliste. Alors, le premier courant, c'est celui de Moscou. Le second, c'est celui de Pétersbourg. Alors, il faudrait aussi préciser que le formalisme, en tant qu'école, en tant que courant, est versé chez les moscovites dans la linguistique et chez les pétersbourgeois bourgeois sur la théorie de la littérature. Donc, à Moscou, Roman Jakobson, Vladimir Prop avaient beaucoup plus une conception linguistique, alors qu'à Pétersbourg, le formalisme, on privilégiait plutôt la conception et l'orientation littéraire, d'où la conception des grandes théories littéraires. À leur tête, Victor Shklovsky, Boris Eichenbaum et Victor Girmounitsky. Donc, ce sont les leaders des deux courants formalistes. Alors, les théories et approches du formalisme connues en Europe occidentale ont été introduites, les théories et les approches, en 1955 en Europe occidentale, puis avec Todorov en 1900 dans un ouvrage intitulé Théorie de la littérature. Donc au départ, les travaux des formalistes, d'où la langue en usage, n'étaient pas accessibles encore en Europe. Il aura fallu attendre les premières traductions pour pouvoir, et les premiers écrits, pour pouvoir s'adonner pleinement à la lecture des théories et des approches formalistes. Alors, par rapport je dirais pas les directives du mouvement, mais par rapport au choix scientifique et intellectuel des formalistes. La globalité des formalistes s'inscrivent dans l'idée qui voudrait que ce mouvement, ces théories, ces approches, seraient une réponse, premièrement au subjectivisme et deuxièmement au symbolisme. Quand on parle de subjectivisme, c'est l'approche subjective de l'œuvre littéraire, c'est-à-dire on va beaucoup plus vers le contexte imminent de l'œuvre, vers l'étude de l'auteur, de la biographie, c'est ce qui se faisait auparavant, et quand on parle de symbolisme, tout ce qui est représentation, tout ce qui est critique de l'imaginaire, qui la meilleure façon d'apprendre et d'enseigner. Bravo Afif. Merci, merci Samia, merci, je te remercie. Oui, sûrement, certainement on peut pas y échapper. Et là, c'est le but d'ailleurs, c'est en collectant un nombre d'informations que je mets à disposition des membres du groupe, je réponds à certaines réponses que l'on me pose. Moi-même, je me pose des questions et c'est pour ça qu'on est là. Merci d'être là. Alors, je disais que le formalisme était une réponse au subjectivisme et au symbolisme. Alors, parler du formalisme d'un point de vue historique, c'est fait. Pour résumer, deux courants, celui de Moscou, celui de Pétersbourg. Celui de Moscou, porté par Roman Jakobson, celui de Pétersbourg, porté par Victor. Deux courants qui donneront lieu à une ère, à une époque, à un fruit scientifique, à un ensemble de recherches qui nous aideront à interpréter et à porter vers la linguistique et vise vers ça. Alors, à quelle époque la théorie
formaliste a-t-elle été élaborée? À quel moment a-t-elle été le plus populaire? Victor Barsky y revient aussi. Alors, je cite page 32, un bref passage toujours sur l'historique du formalisme, car il est important de connaître les bases du formalisme avant de venir, avant très bonne explication, bravo monsieur, merci. J'essaie de simplifier là, c'est des notes que j'ai prises et j'essaie de simplifier pour transmettre au mieux l'information. D'accord? Donc, je cite Barsky pour répondre à ces questions. Alors, je pense à Afif que le formalisme refuse toute idée de séparation et de marginalisation de la forme dans une œuvre littéraire. Oui, Abdurraouf Draoui a très bien ici résumé la chose. Le formalisme, il va à l'encontre de toute séparation et de marginalisation de la forme. La forme que l'on va définir, la forme qui est le socle de formaliste qui s'approche à la manière suivant des procédés linguistiques, l'œuvre littéraire. Alors pour reprendre Victor Barsky, pour répondre à ces questions, il importe de considérer les événements historiques et politiques contemporains du formalisme. Le cercle linguistique de Moscou fut fondé en 1915, à une époque où l'on étudiait essentiellement la littérature dans ses rapports avec d'autres disciplines, dans l'histoire, la sociologie, la psychologie, tendance à laquelle le formalisme s'opposera. Cela conforte Teddy Abdurraouf Draoui. C'est dire que le formalisme s'inscrit dans une démarche nouvelle. Dans ce cas, ne serait-elle une théorie qui s'adonne vraiment au côté linguistique, appliquée plutôt qu'être littéraire? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien répondre à M. Abdurraouf Draoui, que je remercie pour ses questions de fond, qui sont sujettes à débat. Alors, je reprends la question de M. Abdurraouf Draoui. Dans ce cas, ne serait-elle qu'une théorie qui s'adonne vraiment au côté linguistique, appliquée plutôt qu'être littéraire. Donc elle est plus penchée vers la linguistique que vers... Je réponds et je viens. Plutôt qu'être, bien sûr, das schöne Mädchen en allemand. C'est un profil, c'est un membre du groupe. Bonsoir, j'arrive pas à bien saisir le formalisme. Pouvez-vous me simplifier le mot, s'il vous plaît? Bien sûr, je viendrai. Qu'avec les travaux de Vladimir... Oui, Samia qui nous dit, vous pouvez dire aussi qu'avec les travaux de Vladimir Propp sur les Kant, on peut parler de l'objectivité en littérature. Bien sûr, les 31 fonctions de Propp. Bien sûr, ces travaux sur le Kant. C'est très intéressant, mais j'y viens. Là, j'essaie tout d'abord au début de donner un bref historique, en non initiés, puis je viendrai à l'apport théorique en tant que tel des théories formalistes et approches. Mais là, je trouve que le débat est assez intéressant aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose. C'est ça justement ce que je demande aux membres, c'est d'entrer dans de tels débats. Alors, je réponds à Raouf et je viens. Donc, alors Roman Jakobson, c'était dans le volet ou bien dans le courant de Moscou, s'était intéressé au langage poétique. Il avait notamment établi les 6 fonctions du langage. Il s'était intéressé de près et il avait, Abdurraouf, mis un point d'honneur à élucider la fameuse question du langage poétique et du langage quotidien. D'où d'ailleurs l'une de ces analyses que l'on retrouve dans une démonstration que l'on retrouve. Lydia, dommage, je suis en didactique. Ce n'est pas grave, peut-être que je donnerai des informations qui vont t'aider. Donc c'est bien déjà d'être là, mais essaye de matcher avec les autres membres du groupe, peut-être qu'ils font aussi didactique. Donc il avait mis un point d'honneur, Jakobson, à élucider la fameuse question que l'on apportait à son époque par rapport au langage poétique, c'est-à-dire le langage que l'on retrouve essentiellement dans la poésie, et le langage quotidien. D'accord, à travers les procédés, à travers l'étude des rimes, à travers le sens que l'on peut attribuer à tel ou tel poème par rapport à un autre, par rapport au langage en lui-même qui est en action. D'accord, donc ce sont les grandes questions formalistes chez Jakobson. Par rapport au langage quotidien que l'on retrouve, c'est le langage commun que l'on retrouve dans la rue, que l'on retrouve peut-être à l'école, dans les journaux, qui n'est pas poétique, quoique il y a ces sujets à controverse. Donc, alors la Société pour l'étude du langage poétique, l'OPOIAS,
pour reprendre, qui fut créé en 1916, soit un an avant qu'éclate la révolution russe, qui se révéla être, du moins à ses débuts, une occasion unique de renouveler la vie politique et intellectuelle. Donc là, c'est le cadre immédiat de la création du formalisme. Je reprends. Au cours des années 1920, les formalistes furent durement attaqués par les bolcheviks au pouvoir qui leur reprochaient, donc les bolcheviks au pouvoir, reprochaient aux formalistes de se conformer à l'idéologie marxiste révolutionnaire, laquelle conçoit les œuvres d'art comme la manifestation d'événements historiques ou sociaux particuliers. Donc là, c'est un cas euh, qui peut répondre à la perspective historique des formalistes et à l'inscription du mouvement en tant que tel dans l'histoire contemporaine de la critique et l'histoire des révolutions artistiques. Donc, quelles sont, autre question posée par Victor Barsky, quelles sont les formalistes d'accomplir? Alors, les formalistes tentaient d'appliquer. Alors pour reprendre, pour expliquer, parce que j'arrive pas, parce que mademoiselle Daschön-Mitchen a posé une très bonne question, j'arrive pas à bien saisir le formalisme. Alors là, c'est une question pour vous. Les formalistes tentaient d'appliquer les méthodes d'analyse développées par la linguistique au texte littéraire. Donc, on part ici d'un point de vue linguistique pour s'attaquer, pour aller directement vers le texte littéraire à travers une perspective linguistique. Donc ça, c'est le premier objectif du formalisme. De manière à instaurer une tradition d'études scientifiques. Là, je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure. Une tradition d'études scientifiques qui serait à l'encontre, qui serait opposée au subjectivisme et au symbolisme de la littérature. Pour ce faire, il se proposait d'analyser les œuvres sans référence au contexte social. Donc c'est une part de subjectivité, et ne se préoccupant que des qualités immanentes de la littérature, d'où la fameuse réflexion, la littérature pour la littérature, l'art pour l'art. Alors, et ne se préoccupant que des qualités immanentes de la littérature, qui la distingue des autres formes de discours et qui constitue sa littérarité. Alors la littérarité, qui est l'une des formalistes, c'est ce qui fait de l'œuvre, d'une œuvre donnée, une œuvre littéraire, ce qui va la différencier, ce qui va créer une distance entre l'œuvre littéraire et l'œuvre et les autres œuvres du quotidien. Alors, Abdallah Draoui pour une autre question. Je pense à FIF que ma problématique pourrait envoyer à une hypothèse de sens évidente, à mon insu. La poétique ne peut pas échapper à son texte, forme linguistique, comme un chauffeur qui ne pourrait pas sortir de son véhicule. L'un véhicule l'autre, cela n'engage que moi. Cela n'engage pas que toi, cela engage tout le courant, tous les formalistes, cela nous engage aussi. Et c'est très correct et c'est très juste ce que tu viens de dire. Je reprends la pensée, ou bien la critique de M. Abdallah Draoui. Je pense que ma problématique renverrait à une hypothèse de sens évidente. La poétique ne peut pas échapper à son texte, forme linguistique. Comme un chauffeur qui ne pourrait pas sortir de son véhicule, l'un véhicule l'autre, cela n'engage que moi. Alors, pour simplifier, les propos de Abdallah Draoui, un texte en tant que tel, un roman, un texte en partant du roman en tant que tel, ou bien en partant d'une pièce de théâtre, on est confronté à l'obstacle de la forme. Pourquoi je dis obstacle de la forme? Car on ne peut prendre en considération une œuvre artistique donnée sans prendre en considération la forme. Et là, par forme, Nounaboudi qui nous écrit formalisme, étude de la littérarité,
c'est le concept de littérarité, c'est le style, c'est la structure de la langue, c'est les structures, l'organisation formelle, et c'est ce qui donne la littérarité au texte. Et quand on parle de littérarité, je vous renvoie aussi au concept de Roman Jakobson, le langage poétique, qui, d'un point de vue formel, est considéré comme un apport cathédral dans la théorie formaliste. Alors, je reprends. Je réponds d'abord à la question de... Alors, et laisser de côté le hors-texte, c'est-à-dire prendre en considération que le dedans du texte. Oui, excellent. Laisser le hors-texte. Par hors-texte, on est en train directement, on montre du doigt l'auteur, on montre du doigt le volet contextuel de l'œuvre, et donc tout. C'est d'ailleurs dans la définition du formalisme, c'est une perspective scientifique qui va vers une étude objective de l'œuvre littéraire. Alors, Nasrul Ageb, Afif, alors oui, afficher plus. Afif, en parlant de science et de littérature, peut-on un jour considérer la littérature comme un discours scientifique? Dans la mesure où il traite la condition humaine dans son impureté, c'est-à-dire de la condition de l'être humain qui pense et parle, sent, etc. en même temps. Alors, pour répondre à ta question, Nasrou Lagheb, qui est un ami à moi, que j'ai rencontré il y a 2 ans de cela, très calé dans son domaine, dans la littérature francophone et la littérature française en général. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. C'est un très bon ami et je profite par le biais de ce poste pour répondre à sa question qui est très pertinente. Alors, peut-on considérer la littérature comme un discours scientifique? Alors, 2 choses sont à prendre en compte pour répondre à cette question. Premièrement, la littérature en tant que création, en tant qu'œuvre d'art. La deuxième question, la littérature en tant qu'un ensemble de procédés. C'est-à-dire, il y a une part qui est rattachée à un processus qui va jaillir d'une sphère dimensionnelle littéraire, et l'autre part, c'est un processus issu de la dimension créatrice propre à l'auteur. Donc nous avons 2 pôles qui sont en train de s'instaurer ici. Alors pour parler de scientificité dans la littérature, oui, je te réponds que la littérature est un discours scientifique. Mais on n'est pas exact, on est beaucoup plus dans des sciences sociales et humaines. Quand on parle de discours, on est forcément en train de parler de discours romanesques. On parle de discours historiques, on parle de discours philosophiques, on parle du discours religieux. Et ces 3 domaines annexes à la littérature ont des perspectives de recherche qui leur sont propres, premièrement, et deuxièmement, ce sont des pôles, des dimensions, des disciplines qui ont leur histoire et leur tradition. Donc, quand on incorpore ce genre de discipline dans la littérature, le discours n'en demeure pas moins scientifique. Alors, je réponds à la seconde partie de ta question, dans la mesure où il traite la condition humaine dans son impureté. Donc, là, Nasreddin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il introduit un peu de subjectivité dans son commentaire en parlant de conditions humaines. Alors, moi, quand je lis d'emblée comme ça, dans le tas, du tac au tac, la condition humaine, là, ça me renvoie directement à Balzac, ça me renvoie au roman réaliste, ça me renvoie à Madame Bovary, là où l'homme, il est peint avec tous ses défauts, là où l'homme, il est peint avec toutes ses séquelles, avec son expérience, avec la réalité. Là, ça nous renvoie aussi à une forme du naturalisme de Zola. Donc, traiter la condition humaine, c'est cela aussi. Alors, en tant que dire la condition de l'être humain qui pense, parle, sent, etc. en même temps. Peut-être que j'ai eu une réponse d'un volet scientifique, mais là, Nasrou, tu as tout à fait raison. Et pour répondre globalement à ta question, on peut considérer la littérature comme un discours scientifique si l'on met en jeu les préceptes qu'il faut, si l'on met en jeu des approches et des concepts définitoires qui sauraient répondre aux questions clés de la littérature, et les formalistes, pour revenir aux formalistes,
y ont répondu à travers certains concepts tels que Roman Jakobson je dirais, et la dissension qu'il crée entre le langage quotidien ou bien le concept de littérarité qui fut développé par la majorité des formalistes. Alors, pour revenir maintenant à nos chats et à nos souris, l'apport des formalistes. Alors, le premier point que j'ai, avant de parcourir un second document que j'avais préparé et que j'ai posté déjà sur le groupe, vous pouvez le trouver, c'est l'histoire de la critique littéraire au XXe siècle. Vous n'avez qu'à voir la rubrique fichier. Donc, l'apport des formalistes. Alors, la théorie de la méthode formelle. La théorie de la méthode formelle. Alors, en 1925, Eichenbaum, pour définir cette théorie formelle, pense que c'est une science autonome ayant pour objet la littérature considérée comme série spécifique de faits. Alors je reprends sa définition. C'est une science autonome ayant pour objet la littérature comme considérée comme série spécifique de faits. Il ajoute, elle rend avec les du beau, la philosophie, la psychologie, etc. Donc, annexe de la littérature auquel on faisait appel pour décortiquer le volet ou bien pour décortiquer l'œuvre littéraire. Donc, là, on est toujours dans une perspective scientifique, dans la mesure où on écarte tout ce qui est subjectif et on reste dans l'essentiel, c'est l'étude de la littérature à travers des procédés spécifiques et des faits. Jakobson en 1921, que je cite, l'objet de la science littéraire n'est pas la littérature, mais la littérarité. On revient au concept de littérarité, c'est-à-dire ce que fait d'une œuvre donnée une œuvre littéraire. Là, il y a un commentaire dans le document qui est annoté. Rupture avec l'histoire et orientation des études vers la linguistique. Alors, je reprends un paramètre très important, rupture avec l'histoire de la littérature. Nous avons vu l'histoire de la littérature lors de du dernier poste. Rupture avec l'histoire de la littérature et on va privilégier les études de la linguistique. Elle s'attache, au cours de sa première période, à distinguer le langage poétique de la langue quotidienne. Ça, c'est par rapport à la première période du formalisme. La deuxième période maintenant, plus concrète, c'est l'étude des sons du vers qui mène à une théorie du vers. Je vous donnerai un exemple suite à cette petite introduction de la deuxième période de la théorie formelle. Pour la prose, le sujet est redéfini comme un élément de l'élaboration de l'œuvre et non plus son thème central. Rien n'est figé, ce n'est pas une classification. Alors, deux périodes sont à voir dans le formalisme. Une première période qui s'inscrit dans cette dichotomie entre le langage poétique et la langue quotidienne, une seconde qui va s'intéresser à la théorie des vers pour la poésie et pour la prose, l'élaboration à travers justement Victor Shklovsky des deux notions de base qui sont c'est Tomaszewski, c'est pas Shklovsky, c'est Tomaszewski qui sont le fabula et le sujet, fabula et Zwishet. D'accord? Donc pour l'apport de la théorie, je viens de préciser que Jakobson avait pour objet la littérature, mais pas plutôt la littérarité au lieu de privilégier la littérature. Et donc, on est en plein dedans, comme l'a dit l'universitaire Nounaboudi. C'est laisser de côté le hors-texte et entrer directement vers l'intérieur du texte à travers l'étude de la langue. Alors, Tomaszewski, pour parler de la prose, un certain nombre de points a été relevé par Tomaszewski lors de son analyse de la prose. Alors, dans un texte de 1925, tiré de sa théorie de la littérature, il traite de nombreux points, dont,
Alors, le choix du thème, le rapport fable-sujet, la motivation, le héros, la vie des procédés et des genres littéraires. Alors, pour discerner les deux concepts développés par Tomaszewski, il faudrait mettre de côté la fable et le sujet. Alors, la fable serait d'événements liés entre eux, communiqués au cours de l'œuvre. Elle peut être résumée dans un ordre différent. Donc, la fable, ensemble, c'est l'ensemble des événements qui se déroulent, que le lecteur peut découvrir. Face à la fable, nous trouvons le sujet. Le sujet, c'est un ensemble de petits éléments thématiques disposés selon deux types principaux. Alors, premier type, la causalité, ordre chronologique. Le deuxième type, sans causalité ni ordre temporel. Alors, selon Tomaszewski, l'œuvre littéraire, elle aurait deux volumes. Le premier, c'est la fable, le second, c'est le sujet. Pour la fable, c'est un ensemble d'événements que l'on pourrait résumer et que l'on pourrait reprendre d'une façon comme d'une autre. On n'est pas... il n'y a pas le contexte temporel que l'on doit prendre en compte. D'accord? Donc on peut résumer l'histoire en tant que telle. Par contre, le sujet, ce sont les petits éléments thématiques qui sont répartis en deux formes principales. La causalité, il y a un ordre chronologique de l'apparition des thèmes, et sans causalité ni ordre temporel, il n'y a pas dans ce deuxième volume ce souci de temporalité. Alors, justement, le document revient sur l'une des grandes distinctions soulevées en littérature, c'est l'histoire et le discours, la fiction et la narration. Donc, vous voyez que le côté littéraire du formalisme est très enrichi, très intéressant, et il porte cette envie d'aller vers une conceptualisation du fait littéraire à connotation scientifique. On veut se débarrasser de tout ce qui se faisait auparavant, tout ce qui était littérature et philosophie, littérature et histoire, pour s'intéresser à la littérature en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'objet scientifique à travers une approche linguistique de la chose. Alors, pour voir concrètement la réalisation ou bien l'application du formalisme, je reprends l'exemple de Barsky, qui, dans l'œuvre de Barsky, Introduction à la théorie littéraire, qui nous fait une très belle analyse, très objective et très pertinente des préceptes du formalisme. Alors, comment mener à bien une analyse formaliste? Alors, l'analyse formaliste de la poésie. Je cite Barsky, page 38. L'analyse de Jacobson du poème Les Chats de Charles Baudelaire demeure l'exemple par excellence de l'analyse formaliste de la poésie. Nous ne reproduirons pas cette étude en entier, mais tenterons plutôt de révéler les éléments importants qu'il articule afin de révéler ses mécanismes et son fonctionnement. Alors, Les Chats, je vais lire assez rapidement le poème et on va procéder à un résumé des points essentiels abordés par Barsky pour prendre l'application de la théorie formaliste. Alors, les chats. Les amoureux, fervents et les savants austères aiment également dans leurs mûres saisons les chats puissants orgueil de la maison, qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. Amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. L'érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres, s'ils pouvaient, ô servages, incliner leur fierté. Ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes, qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin.
Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin, étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Les chats, Charles Baudelaire. Alors, pour l'analyse formaliste en question, Barsky résume assez bien l'analyse et porte un regard formaliste, formel sur la poésie. Alors, Jacobson commence par identifier l'auteur ainsi que la date de publication du poème. Immédiatement l'étude des rimes. Alors, bref aperçu historique, puis on passe directement à l'étude des rimes présentées dans le texte. Comme nous l'avons déjà mentionné, la sonorité du poème est de la plus haute importance pour Jacobson. Donc Jacobson s'intéresse préliminairement aux rimes, à la sonorité du poème, qui s'efforce donc de considérer les rimes de tous les points de vue possibles, en commençant par établir un schéma d'organisation spatiale. Ce schéma peut être représenté de la... Ici, c'est l'étude de schéma d'organisation spatiale des rimes. Il va grosso modo s'intéresser aux rimes masculines. Il va disposer les vers comme suit: A, B, B, A, C, D, D, C, E, E, F et G, F, G. Là, pour identifier la forme clairement du sonnet. Alors, Jacobson examine ensuite les particularités phonétiques des rimes, si elles sont féminines ou bien masculines. Certaines rimes ayant en commun un son vocalique et un son consonantique sont simplement suffisantes. Il donne deux exemples, magique et mystique. Donc on remarque d'emblée qu'il y a un intérêt explicite pour la forme, pour l'étude des rimes, pour les techniques employées, et non pour le sens d'une manière générale, pas pour une sémantique de la poésie, pas pour un intérêt thématique ou autre. Là, c'est vraiment mécanique, on est en train de s'adonner à une analyse du poème Les Chats de Charles Baudelaire, avec un grand souci de technicité. Alors, Jacobson note également quel type de rime succède à tel autre type de rime, observe la relation entre le genre d'une rime et sa forme grammaticale, examine si des mots désignant des êtres vivants riment avec d'autres mots, etc. Donc, le premier intérêt, c'est l'examen des rimes. Alors, je reprends pour l'étude des rimes et de la sonorité. Roman Jacobson entreprend, dans une perspective scientifique, un nombre de points, et ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait auparavant, avec le contexte dans lequel, ou bien qui a vu le poème, ou bien l'œuvre éditée ou écrite. Donc c'est une analyse mécanique qui vise à élucider les mystères du poème, mais à travers une perspective linguistique. Alors, Jacobson ne limite évidemment pas son analyse à l'étude des rimes. Il examine en second lieu chaque mot du poème selon des critères linguistiques. Je reprends. Jacobson ne limite évidemment pas son analyse à l'étude des rimes. Il examine chaque mot du poème selon des critères linguistiques et note entre autres l'emplacement des temps des verbes, les relations qui lient entre eux les noms pluriels, la façon dont sont utilisés les adjectifs, les pronoms et les adverbes. Donc ici, c'est l'étude clairement de la syntaxe. On est en train de s'intéresser à l'emplacement des temps des verbes, à la relation qui les lie, aux adjectifs, aux pronoms, tout en dévoilant, aux adverbes, tout en dévoilant les grands nombres de combinaisons, juxtapositions ou de concordances. Donc en somme, clairement, la des Chats de Baudelaire par Roman Jacobson démontre que l'intérêt premier, c'est de valoriser l'aspect scientifique de la chose, et pour eux, l'aspect scientifique de la chose, quand je dis eux, c'est les formalistes, c'est la langue, l'étude de la langue en tant que telle. Une fois cette étude terminée, le théoricien doit s'efforcer de relier les éléments qu'il vient de relever. Pourquoi relier ces éléments? Pour que son étude puisse mettre à jour les relations qui se tissent entre les différents sonores, sémantiques, grammaticales
du poème. Donc Nunaboudi l'a dit tout à l'heure, le formalisme ou l'étude formaliste d'une œuvre, prose ou bon, pas pour la prose il y a d'autres théories pour. Alors je reprends, il y a eu vraisemblablement l'étude formaliste, elle vise sensiblement le même but que l'analyse des œuvres, identification des caractéristiques propres au langage littéraire, ce qui fait de l'œuvre une œuvre, un discours littéraire, un discours poétique. Alors la critique doit donc étudier la façon, la matière romanesque, le contenu et mise en forme. Ainsi, on s'intéressera en somme au narrateur du récit qui relate dans une langue pour les mots particulière une multitude de petites scènes faussement anodines. Alors, euh, clairement, euh, c'est un intérêt pour la forme, c'est un intérêt